Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. Vous pensiez que parler à une intelligence artificielle, c'est juste poser une question. Peut-être que vous pensiez maîtriser l'exercice. Détrompez-vous. La techno évolue vite et les règles d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui en intelligence artificielle. Il existe une série de règles d'or pour tirer le meilleur profit de vos assistants IA. Aujourd'hui, on va vous les dévoiler et vous aider à devenir des pros du dialogue avec une intelligence artificielle. Notre invité du jour va vous donner les clés pour comprendre comment prompter, comment tirer le meilleur parti de chaque conversation et comment transformer de simples questions en véritable dialogue intelligent. Je reçois Sacha Munot, fondateur de l'agence Sola et de Connexia, qui fait des formations en intelligence artificielle, en automatisation. Vous êtes consultant, accompagnant d'entreprises et de dirigeants. Sacha, bonjour. Bonjour. Alors voilà, j'ai dit, on va parler beaucoup de prompt, de prompting, de savoir comment il faut parler finalement avec une intelligence artificielle. C'est vrai que voilà, les IA sont aujourd'hui dans notre quotidien. Est-ce que tout le monde sait comment s'adresser à son intelligence artificielle? Alors pas sûr, ça progresse. Je m'y emploie. On a plein de personnes sur le marché, sur le même marché de la formation, de l'accompagnement en termes d'IA. Il y a effectivement une grosse majorité des personnes qui a désormais appris quelques balises, quelques techniques, mais je remarque que je suis encore souvent, ainsi que certains confrères, on est souvent appelé en entreprise simplement pour apprendre à parler correctement à une intelligence artificielle. Ça veut dire comment faire pour minimiser le nombre de discussions, pour pas faire du ping-pong pendant 3 quarts d'heure et pour obtenir des résultats beaucoup plus fiables, beaucoup plus concrets, beaucoup plus précis. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, quand on a un ChatGPT devant soi, on a tendance à lui poser des questions de manière assez naturelle. On se dit que c'est quand même une intelligence, même si elle est artificielle, c'est une intelligence, donc ça devrait marcher. C'est pas le cas. Il faut vraiment apprendre à lui parler. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'on maîtrise pas toujours, c'est comment ça fonctionne derrière. Et comment ça fonctionne derrière, c'est sur une base de probabilité. Donc il va regarder les mots que je dis, la structure dans laquelle je prononce ces mots, et en fonction de ça, il va faire un calcul de probabilité des mots les plus pertinents par rapport à ce que j'ai écrit. Et les gens ne comprennent pas toujours que c'est un miroir grossissant, qu'en fonction de ce que je lui donne, si je lui donne de la qualité, si je lui donne une qualité bien structurée, bien amenée, bien écrite, avec des concepts assez techniques, je vais recevoir quelque chose qui vaut au moins ça. Si par contre je lui donne quelque chose, une idée complètement flou et peut-être même mal structuré avec 3-4 mots, une petite phrase toute courte, là c'est certain que je vais avoir quelque chose de peu exploitable. Ça veut dire quoi? Quelque part, plus c'est long, plus c'est bon? Pas forcément, alors ça dépend on parle d'IA, On parle d'IA, effectivement. Restons concentrés. Effectivement, plus c'est long, pas forcément, parce qu'il y a la structure, mais on se rend compte effectivement que les gens qui vont parler à des IA avec des phrases courtes et peut-être moins de techniques vont recevoir des résultats moins pertinents, moins performants. Parce qu'aujourd'hui, ce qui va compter, on en reparlera, mais c'est le contexte. Le contexte, c'est-à-dire il faut lui expliquer. Enfin, en gros, c'est quoi un bon prompt finalement? Oui, si on part sur ça. De plus en plus, on parle de prompt engineering qui tire vers le context engineering. Et le context engineering, c'est préciser à l'IA exactement toutes les informations qu'elle doit savoir pour pouvoir comprendre et interpréter ma situation, mon besoin et l'output. Donc, qu'est-ce qui doit sortir de cette IA? Et en fait, plus je vais lui donner d'informations précises et contextuelles sur la taille de l'entreprise, sur je suis en Belgique, on est en 2025, etc. Plus je vais lui donner ce genre d'informations, plus elle va cerner ma problématique et pouvoir y répondre de façon concrète, précise, technique et ajustée. Et en fait, les gens souvent bypassent ça parce qu'ils utilisent ChatGPT tous les jours et pour eux, ils pensent que ChatGPT apprend, étudie tout, garde en mémoire tout ce qui s'est passé avec cette personne et va personnaliser l'expérience. Mais c'est pas aussi direct que ça et c'est pas aussi fluide que ça. Donc il y a pas mal de choses à faire derrière. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est-à-dire que malgré tout, c'est pas juste je lui pose une question, je lui donne un peu de contexte. Il y a vraiment vous évoquez, il y a la structure, etc. Comment est-ce qu'on s'en sort? Je veux dire, est-ce que finalement on va pas
passer plus de temps à faire un prompt qu'à obtenir une réponse à un moment donné? Ouais, tout dépend du besoin. Évidemment, si j'ai besoin d'une recette de cuisine pour un tiramisu, déjà il faut se poser la question, est-ce que c'est intéressant de demander à ChatGPT ou est-ce que ça n'existe pas quelque part d'autre qui demande moins d'électricité, d'énergie? Ça, c'est une chose. Mais derrière, oui, quand je veux faire un bon prompt sur des tâches parfois un peu plus complexes, campagne de recrutement, une stratégie, une analyse SWOT, un benchmarking, des choses comme ça, si je veux faire quelque chose de plus complexe, de plus précis, qui demande une plus grande réflexion à un humain, plusieurs tâches peut-être, il va falloir utiliser des méthodes. Moi, j'ai créé ma méthode, à la base, je l'avais créée pour moi, puis on a formé, on a développé cette méthode, on en a parlé sur des forums, elle est utilisée aujourd'hui par plusieurs milliers de personnes. Cette méthode, c'est la méthode SOLAR, qui s'agence en 5 grandes étapes: scénario, objectif, limite, apprentissage et raffinement. Et dans le scénario, par exemple, on va avoir quelque chose de hyper central, c'est le rôle qu'on va attribuer à l'intelligence artificielle. Et ce rôle, il est essentiel parce qu'en fait, il permet d'aller ouvrir les bons tiroirs pour que l'IA aille chercher dedans. Ce rôle, juste pour qu'on comprenne bien, quand vous dites un rôle, c'est quoi? On dit à l'IA, voilà, tu es marketeur, ou tu es journaliste, ou tu es comptable, c'est ça? Ouais, alors on va aller encore un peu plus loin, on va lui donner le rôle idéal, absolu, pour la tâche qu'il va devoir faire. Imaginons qu'on lui demande de faire une publication sur LinkedIn, par exemple. On va lui dire d'être un expert en copywriting, on va lui attribuer toutes sortes de spécialités comme le growth marketing, on va lui apporter encore de la finesse en disant qu'il est spécialiste de LinkedIn, de l'acquisition client sur LinkedIn, dans une thématique bien particulière. On va vraiment lui donner toutes les informations pour que, derrière, tout semble plus logique pour lui, qu'il aille chercher dans les bons tiroirs les bonnes informations, mais qu'il ne gaspille pas de la puissance de calcul à vous répondre comme s'il avait n'importe qui en face de lui. Ce qu'il vous faut quand vous utilisez une IA, c'est un réel assistant expert. C'est pas votre double, donc c'est pas votre rôle que vous confiez, c'est un rôle d'expert idéal. Ok, ça veut dire que c'est finalement assez complexe. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Enfin, ok, lui dire grosso modo que c'est un expert de LinkedIn, je peux le comprendre et c'est pas trop compliqué. Maintenant, si j'ai besoin de certaines réponses, certains types d'approches, comment je m'en sors entre le rôle, les différents, le contexte, machin? Qu'est-ce que je dois... Il y a des aides pour ça, il y a des solutions en ligne? Ouais, alors tout dépend de ce qu'on veut, de nouveau, et tout dépend de son niveau. Si moi je veux aller sur ChatGPT là maintenant pour avoir rapidement une publication sur LinkedIn, tout n'est pas nécessaire dans cette méthode, mais dans cette méthode, on va avoir les grandes balises, on va avoir vraiment la checklist de différentes choses auxquelles on doit penser quand on rédige son prompt. Maintenant, on peut commencer à faire une ébauche de prompt avec quelque chose qui est plus ou moins une bonne trame et les informations nécessaires, peut-être un peu déstructuré, et on va avoir des outils en ligne du type l'optimiseur de prompt de ChatGPT, enfin d'OpenAI. Donc c'est sur la plateforme d'OpenAI, la société à qui appartient ChatGPT. Là c'est gratuit, c'est en ligne. Je pense juste qu'il faut mettre sa carte de crédit pour valider quelque chose. Classique, mais, voilà, on n'a rien sans rien. Mais je crois que ces petites utilisations-là, elles vont pouvoir permettre à beaucoup de monde d'atteindre des meilleures capacités en prompt engineering. D'accord. Est-ce que justement, on le voit, il y a toutes les semaines des nouveaux modèles, il y a des tas de nouveautés. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'on doit aussi adapter sa manière de prompter, c'est-à-dire la manière avec laquelle je promptais il y a 1 an, je peux toujours l'appliquer de la même manière, ou bien est-ce qu'il faut se tenir aussi à jour de la manière dont ils font prompter au fur et à mesure des évolutions technologiques? Alors les IA évoluent beaucoup, on l'a encore vu cette semaine avec l'arrivée de Gemini 3 Pro, la semaine dernière avec ChatGPT 5.1, donc on voit qu'il y a énormément de mouvements, ce qui amène les IA à pouvoir interpréter beaucoup plus facilement et finement ce qu'on dit. Donc notre prompt va être un petit peu, c'est très léger, mais un petit peu moins fourni, un petit peu moins technique. On va toujours il peut être moins fourni. Il peut être moins fourni. C'est ça. Donc en fait, ce sera de plus en plus simple de prompter, c'est ça que vous dites? Pour un niveau 1. J'ai pas encore expliqué les 3 niveaux, mais pour un niveau 1, effectivement, donc un niveau 1, c'est celui qui va aller sur chatgpt.com et qui va demander quelque chose, il va le recevoir de ChatGPT et il va devoir l'utiliser dans un autre programme. C'est-à-dire la majorité des gens. La majorité des gens. Eux vont pouvoir avoir de plus en plus facile à utiliser les IA, mais il faut quand même qu'ils aient une base, il faut quand même qu'ils comprennent la logique derrière. Ok, ce sont des probabilités, il y a des choses que je dois dire, on en parlait, la date, le pays dans lequel on est, la taille d'entreprise, etc. etc. Il y a des petites choses, des petites balises sur lesquelles il doit faire attention, mais c'est vrai que ça tend à se simplifier. Ouais. On entend parfois que
certains utilisent une intelligence artificielle pour lui demander de créer un prompt pour une autre intelligence artificielle. Ouais. C'est normal ou bien on devient fou? Ça se popularise. Moi, c'est une technique que je nuance un petit peu. Je dis que c'est bien quand on a un besoin rapide, ponctuel et qu'on veut rapidement quelque chose. Voilà. Là, c'est OK. On peut le faire une fois de temps en temps. Mais quand on parle d'intelligence artificielle et de technologie en général, on parle aussi d'une dette cognitive qu'on est en train de créer. J'explique. C'est vraiment le côté où notre cerveau est un muscle. Et si on délègue la capacité de réflexion à une intelligence artificielle ou à une technologie, notre cerveau va un tout petit peu se ramollir. En gros, on pense plus, quoi. Et je pense, et il y a déjà des études qui le prouvent, que actuellement, par exemple, si on prend le GPS, depuis qu'on a le GPS, notre capacité de géolocalisation et notre sens de l'orientation diminue. On est d'accord. Donc, imaginons qu'on délègue tout le temps la réflexion, qu'on externalise la réflexion à un outil. Il est bien possible qu'on ait de moins en moins facile à réfléchir, et c'est des shots de dopamine, hein, donc je pose une question, il me brosse toujours dans le sens du poil, ChatGPT va toujours me dire que c'est une question extraordinaire, et puis il va y répondre tout de suite. Si par exemple je pose cette question à un prof ou à un manager ou à un collègue, il va peut-être pas me répondre tout de suite à 3h du matin, et il va peut-être pas valoriser ma question non plus. Okay. Oui, mais je veux dire, j'entends, hein, mais ma question c'est vraiment de se dire, au niveau technique, au niveau de la réponse et du résultat, si j'ai peut-être du mal à suivre votre méthode qui est quand même assez détaillée, assez stricte, et que voilà, j'ai envie d'aller vite, j'ai envie aussi d'avoir un bon prompt parce que je vais demander à une intelligence artificielle un travail un peu important. Ça marche quand même? Vous le conseillez ou pas du tout? Mis à part la question de ok, vous allez juste devenir débile, mais au-delà de ça. J'ai pas dit ça. Quelque part, c'est ça. Mais c'est ce qui tend à être. Alors, oui, pour répondre à la question, oui, ça peut marcher. Ce sera pas aussi complet, aussi technique parce que les IA ne font pas toujours preuve de métacognition, donc elles sont pas capables de comprendre comment elles-mêmes fonctionnent. D'accord. Elles vont devoir se renseigner sur leur base de données et sur Internet. Okay. Et là, on trouve tout. Donc, il y a des gens qui vont expliquer que prompter, il faut d'abord dire mission, contexte, etc. Il y en a d'autres qui vont donner une autre méthode, et parfois les IA vont répondre sur une base probabiliste, elles vont répondre peut-être quelque chose qui date, et donc elles vont vous faire un prompt qui était bon il y a 3 ans, qui était bon il y a 1 an, ou qui était bon sur une autre IA. Donc de nouveau, bonne pratique, si on prend la loi de Pareto, oui, dans 80% des cas c'est intéressant, mais les 20 derniers pourcents de perfection, de technique du prompt, on va peut-être pas les avoir. Ok, c'est parce que vous me disiez quand même qu'il y a des outils qui sont spécialisés pour vous accompagner à faire du prompting. Ouais. L'outil dont j'ai parlé, c'est le Prompt Optimizer de OpenAI, qui lui, on doit sélectionner carrément le modèle. Donc sur ChatGPT, il y a plusieurs modèles, 5, machin. Vous allez sélectionner le modèle qui sur lequel vous voulez travailler, vous allez lui copier-coller votre prompt et vous allez cliquer sur optimiser. Et en cliquant sur optimiser, il va partir dans une réflexion où il va un peu analyser votre prompt et il va corriger votre prompt, remettre des balises de markdown, etc. J'épargne les détails, c'est un peu technique, mais ça va vous permettre d'avoir un prompt beaucoup plus détaillé, beaucoup mieux construit pour obtenir de meilleurs résultats. Là, c'est bon. Mais si vous arrivez avec une phrase que vous copiez-collez dans le Prompt Optimizer, il n'a pas toutes les infos, il n'a pas le contexte, il n'a pas le but, il n'a pas l'output, il ne sait pas dans quel format ça doit sortir. Donc évidemment qu'il faut quand même une base, un socle de compréhension du prompt engineering. Ok. Pour ceux qui utilisent la voix, je pense que c'est pas la majorité des gens aujourd'hui, mais on voit quand même que de plus en plus en voiture, par exemple, là, on a cette heure là pour revenir du boulot, on utilise parfois, c'est mon cas, ChatGPT pour lui parler. Donc on met là, je sais pas, je vais pas commencer à lui dire tu es ceci, tu fais ça, tu es voilà mon contexte. Ça veut dire que quoi, vous déconseillez quelque part de dialoguer vocalement avec une IA? Alors pas du tout. Moi j'adore justement le côté dialogue où on va pouvoir pas forcément avoir un PC, pas forcément avoir dialogue vocal. Voilà, j'aime beaucoup ça. J'ai été donner une conférence au Maroc le mois dernier et justement dans certains pays on a encore un taux assez élevé d'analphabétisme. Et pour eux, le fait de dialoguer avec une IA, c'est incroyable. Ça leur donne une nouvelle place, ça leur donne la possibilité d'être considérés et même de travailler, d'écrire des trucs qu'ils n'auraient pas pu écrire. Donc c'est génial, mais c'est vrai que quand on est en voiture et qu'on discute avec ChatGPT, en l'occurrence, on n'aura pas la capacité de prompt engineering, on n'aura pas la mise en structure correcte, on n'aura pas choisi toujours le bon mot, on va parfois dire on va parfois bégayer, et c'est certain
qu'on va pas demander à ChatGPT de nous écrire un super email ou une super campagne de recrutement ou de marketing et l'écouter et lire la réponse qu'il est en train de nous construire. Donc oui, on va pas demander les mêmes choses vocalement, mais on peut quand même l'utiliser. Moi, c'est un cas d'usage que je fais beaucoup. Quand je vais, par exemple, je prends la voiture, je vais quelque part, je discute avec ChatGPT pour m'entraîner sur, tiens, je vais voir qui c'est, recherche si tu as des informations, c'est quel secteur, quels sont les besoins de ce secteur, et donc je me briefe un petit peu. Oui, c'est ça. Et quand j'arrive, je relis la conversation et je vais pouvoir me dire, tiens, sur base de ça, et là par écrit, une fois qu'on est à l'arrêt, sur base de ça, donne-moi 3-4 questions sur lesquelles je peux bosser. Ouais. D'accord, ok. Alors, vous aviez édité un guide du prompt parfait, hein, je vois que c'était la 5e édition, donc ça veut dire qu'effectivement ça évolue un peu, donc c'est relativement très détaillé, ça peut paraître parfois un peu complexe. Quels sont pour que ce soit assez pratique dans ce podcast, quelles sont les grandes astuces qu'on oublie tout le temps, mais qui sont quand même fondamentales pour tout prompt? Alors, une astuce qui est la plus basique que je puisse donner, c'est déjà de paramétrer son compte. C'est une base d'expliquer à ChatGPT dans quel contexte on est, et ça, on peut le dire une fois pour toutes. On peut l'expliquer. Ça, c'est dans quoi? Dans les petites spécifications, les en bas paramètres, à gauche. En bas à gauche, on a le prénom et le nom, on a son profil. Il y a un petit onglet qui s'appelle personnalisation. Quand on clique dessus, il y a tout un menu qui est intéressant à remplir. Il y a le style d'écriture avec lequel ChatGPT doit s'exprimer, et pour éviter que les gens disent « Ouais, mais t'écris avec ChatGPT, ça se voit », en fait, il y a moyen de lui expliquer comment on écrit, avec quels mots, supprimer le fait, par exemple, qu'il mette des petites fusées comme emoji dans chacune de ses réponses, parce que ça, c'est vraiment les grands tirets aussi. Les tirets quadratins, qui sont des red flags absolus maintenant. Donc, paramétrer son compte, ça, c'est hyper important. D'accord. Mais là, paramétrer, ça veut dire quoi? Aussi lui dire, tiens, tu es en Belgique, ou tu réponds, si on a une question parfois... juridique ou des trucs comme ça joue ça? Ça joue énormément, et en fait on va pouvoir cumuler différents niveaux de personnalisation. Donc ici, typiquement dans l'onglet instructions personnalisées, c'est comme ça que ça s'appelle, on va pouvoir lui préciser effectivement le pays dans lequel on est, la langue qu'on parle, si on est plutôt cash, si on est plutôt romantique, si on veut plutôt des phrases poétiques, etc. On va pouvoir lui proposer plein de façons de se personnaliser. On peut lui faire des scénarios à cet endroit-là? C'est-à-dire, si je te demande des trucs privés, sois romantique. Si je te demande des trucs pro, le sois un petit peu moins, peut-être, par rapport à mon boss. Des trucs on peut lui attribuer des rôles et dire, tiens, quand je te mets... c'est là qu'il faut le faire, aussi. Alors, on peut. Dans une version gratuite, ça va être sympa. Mais dans une version payante, on va avoir ce qu'on appelle les GPTs. Si on prend que ChatGPT, mais on va avoir les GPTs où là, on peut personnaliser, on peut automatiser en fait des prompts qu'on va faire régulièrement sur ChatGPT en changeant les informations. Typiquement, je veux rédiger une publication sur les réseaux sociaux, je rédige toujours de la même façon, toujours avec le même style, c'est juste les informations, le sujet qui va changer. Je vais paramétrer un prompt, je vais lui expliquer une bonne fois pour toutes, quand j'arrive sur toi, petit GPT, quand j'arrive sur toi, je vais te donner des informations en vrac, et voilà exactement ce que tu dois me ressortir, le framework de communication, le copywriting, le style, les hashtags s'il faut des hashtags ou pas de hashtags, les emojis, le hook, on va tout lui expliquer une fois. Et là, c'est le début de l'automatisation. C'est accessible en version payante pour créer les GPTs, mais sinon, les comptes gratuits peuvent utiliser des GPTs qui sont partagés à la communauté. D'accord. Donc ça, c'est assez chouette. Ok. Juste pour revenir alors dans les petites astuces pratiques. Donc, on a bien paramétré son compte, etc. À chaque fois qu'on s'adresse à son IA, parce qu'on parle de ChatGPT, mais ça marche pour toutes les autres aussi, quels sont les musts? Oui, il y en a plein. Ça prend généralement une journée de les amener, mais je vais en citer quelques-unes. 5, au moins on sortira d'ici un peu plus malin. Ouais. J'ai pas cette prétention, mais on va partager en tout cas. L'idée, c'est que, par exemple, quand vous avez un fil de discussion qui commence à s'allonger, déjà, c'est bien de ne pas allonger les fils de discussion, parce que ça oblige ChatGPT à essayer de capturer toutes les informations pour pouvoir toujours vous donner de meilleures réponses. Donc, on va essayer de limiter la longueur des fils de discussion, les échanges. Et comment est-ce qu'on les limite ? En faisant un bon prompt de départ. Okay. Donc ça, c'est la base. C'est vraiment pouvoir poser la bonne question qui va pas nous faire dévier trop. Corriger. Deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui attendent que ChatGPT mette la dernière virgule et le dernier point parfaitement, alors qu'en fait, leur cerveau permet de faire les quelques derniers pourcents, permettent de prendre la réponse de ChatGPT qui est une bonne réponse dans l'ensemble et corriger rapidement ce qui manque. Il y a des gens qui sont addicts, qui vont vraiment vouloir que ChatGPT dise la réponse parfaite. Quand le fil s'allonge, on peut également demander, relis la conversation, relis l'ensemble de la conversation. Ça va lui
lui forcer un petit peu cette consigne qui parfois, pour des raisons d'économie chez OpenAI ou d'autres, parfois on va peut-être un peu bypasser certaines informations, et c'est comme ça que quand les conversations s'allongent, on peut remarquer que il revient sur des erreurs qu'il a déjà faites et qu'on avait déjà corrigées. Donc ça, c'est intéressant. Une dernière que je peux donner, quand j'ai un sujet sur lequel on va parler de façon un peu profonde, ou que c'est une thématique un peu plus globale, j'aime bien lui faire un bon prompt bien détaillé, avec le plus beau contexte du monde, on va être très généreux dans le contexte, lui expliquer exactement dans quoi il se situe, et puis lui poser la question, enfin en tout cas lui demander concrètement, ok, voici l'objectif, etc. Je lui ai fait mon prompt, et à la fin je lui dis, avant de démarrer, tu vas me poser 3, 5, 10 questions de précision pour me prouver que tu as bien compris. Et il va d'abord commencer par me poser ces questions qui sont parfois très pertinentes et qui me disent, ah ok, de mon côté c'était pas clair. Et ça va lui permettre d'emmagasiner toute une donnée, un contexte que il serait parti, la fleur au fusil, il serait parti, il nous aurait répondu s'il n'avait pas posé ces questions-là. Mais en posant ces questions-là, il m'invite... Quelque part, vous affinez votre propre prompt de cette façon-là. Tout à fait. En lui demandant de vous poser des questions pour affiner ce que... C'est ça. Souvent. C'est ça. Mais là, vous rallongez la discussion, par contre. Là, on rallonge la discussion, mais c'est technique, c'est sur le sujet, et c'est lui qui va me dire de quoi il a besoin. Donc, en fait, on rallonge la discussion de 2 messages. Pas de 50 en disant fais plus court, enlève les emojis, fais ceci, fais cela. Donc c'est ça le but. Dernier truc, vous en parlez pas, mais je crois savoir que dans un certain nombre de cas, ça peut paraître contre-intuitif, mais il faut lui parler en anglais. Enfin, il faut parler à l'intelligence artificielle en anglais, même si on veut des sorties, des résultats ou des réponses en français. C'est ça. C'est juste ça ? C'est ça. En fait, à la base, les intelligences artificielles ont été conçues en anglais parce que la grande majorité des textes scientifiques, etc., sont eux-mêmes rédigés en anglais. Donc on a éduqué ces IA avec de l'anglais. Si on va chez les Chinois, ça a été en mandarin, mais concrètement, les IA qu'on utilise au quotidien sont souvent éduquées en anglais, la plupart du temps, toutes. Aujourd'hui, elles ont un niveau de compréhension du français qui est natif. Donc on va dire qu'aujourd'hui, on peut parler en français avec. Par contre, pour certaines fonctionnalités, comme c'est le cas pour le moment, c'est fort la mode, les vidéos TikTok où on voit un bébé qui s'en va de l'hôpital, où on voit un Yeti qui parle, etc. Ces vidéos d'intelligence artificielle, par exemple VO3, par exemple Sora 2, qui sont 2 moteurs qui se challenge pour le moment, qui sont en compétition. Eux, on va leur faire tout un prompt en anglais, dans une certaine structure, on va expliquer le style, etc., le style artistique qu'on veut, le sujet, le décor, l'environnement, tout ça. Et on va devoir leur dire... maintenant, il faut que le dialogue soit en français, et on va devoir donner notre dialogue en français, entre guillemets. Comme ça, on est sûr qu'ils prononcent exactement le dialogue qu'on voulait dans la bonne langue. Donc, c'est un conseil que vous donnez quand même pour tout type d'IA ou uniquement... Ah si je le donne pas, les gens feront leur test et ils verront qu'il fallait faire ça. Ok. Dernière petite question, parce que je vois que le temps file quand même, malheureusement. Avec l'arrivée de tout ce qui est agent IA, c'est-à-dire ces intelligences artificielles qui vont... elles-mêmes prendre des décisions pour aider les utilisateurs et voilà, leur apporter des réponses, même parfois à des questions qu'ils ne posent pas vraiment. C'est-à-dire que l'art du prompting, dans un certain nombre de cas, va totalement disparaître ? En 2 mots ? Ouais, alors, il y a utiliser ChatGPT sur chatgpt.com, ça c'est le niveau 1. Il y a automatiser avec Make and Witten, etc. Et là, on sera sur un niveau 2. Automatiser, ça veut dire tout le temps la même chose. J'ai fait un prompt, j'ai fait différentes connexions entre des outils, c'est tout le temps la même chose, c'est très linéaire. Et il y a l'agent IA qui, lui, va pouvoir avoir des capacités autonomes de... j'ai accès à certains outils, j'ai accès à certaines bases de connaissances, et en fonction de la situation, je vais pouvoir produire un résultat ou un autre. Si je dois donner une image très concrète, l'automatisation, ça va être par exemple un plan d'onboarding. On accueille un nouvel employé, un plan d'onboarding avec des vidéos. C'est un parcours, c'est toujours le même pour tout le monde. Un agent IA, par contre, ça va être, on va lui donner une description de fonction. Et l'agent IA, c'est un peu le buddy qu'on a dans certaines entreprises. Il va accompagner de façon personnalisée, il va regarder qui il a en face de lui, il va tout le temps s'adapter et il va prendre certaines initiatives parfois. Donc l'agent IA, on va lui donner davantage une vertu, davantage une description plus stratégique, presque une description de fonction finalement. On va lui donner une description presque stratégique, on va lui attribuer certaines compétences avec certains outils et une mémoire, ça c'est bien aussi. Et en fonction de ça, lui-même va être capable de pouvoir déterminer les actions pertinentes à ce moment-là. On est au début,
Mais si on prend pas ça rapidement en main, c'est eux qui vont nous prendre rapidement par la gorge, je pense. D'accord. Bon, on suivra ça. En tout cas, Sacha, un grand merci pour vos explications. Je rappelle que vous avez un petit guide qu'on s'est trouvé, ça, le guide du prompt parfait que vous avez édité. Oui, il est en vente en ligne. Maintenant, quand on vient se former chez moi, généralement... c'est le cadeau de bienvenue. C'est un petit cadeau. Ouais. D'accord, mais sinon on peut le trouver en ligne. On peut le trouver en ligne, oui. Génial, donc c'est le guide du prompt parfait. Sacha, un grand merci. Merci à toi. Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.